Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, yeah, baby, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire rire. Il y a une histoire en fait qui se déroule actuellement aux États-Unis et j'ai pas encore vraiment vu dans les détails, mais j'ai vu en fait les grandes lignes et en fait ça m'a fait tellement rire. Il y a une nana du coup qui se serait fait kidnapper, donc en gros elle conduisait en fait sur l'autoroute ou je sais pas quoi et apparemment elle voit un toddler. Un toddler c'est un enfant de entre 2 ans et 5 ans je pense, donc elle voit un enfant, du coup un toddler, donc elle s'arrête et elle appelle le 911, le 911, pour leur dire que elle a vu un enfant tout seul, en train de... Donc elle suit l'enfant et elle parlait en même temps au secours en mode ok. Et à un moment donné, ils vont l'entendre crier et après plus rien. Donc apparemment elle se serait fait kidnapper, du coup, donc c'est ce que les gens vont comprendre. Et quand ils vont venir sur les lieux de sa disparition, ils vont retrouver sa perruque. Les gens l'ont kidnappé, ils ont enlevé sa perruque de sa tête comme ça, ils l'ont jeté par terre. On te prend son perruque parce que... All natural, girl. J'ai trouvé ça tellement bizarre, mais bon. Dès le début, je trouvais ça un peu bizarre, l'histoire. Donc je me disais, ok, des kidnappeurs qui t'arrache ta perruque, ok, pourquoi pas. Donc tout le monde s'est mis à la chercher, ça a fait la une des médias, enfin, le truc a fait une vague, mais de dingue. Et quelques jours plus tard, la fille, elle réapparaît et elle leur raconte que oui, elle a été kidnappée par un homme, je pensais à dire un homme blanc, et il y avait une femme aussi, et ils l'ont emmenée dans une maison, ils l'ont déshabillée. Ils ont pris des photos d'elle nue et à un moment donné, la femme qui était avec le monsieur s'est mise à jouer avec ses cheveux en mode « Oh, des cheveux de noir naturel, like... » like... J'ai pas compris. En fait, dès le début, quand j'entendais les grandes lignes, j'étais en mode « Cette histoire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. » Et ensuite, ils lui ont donné à manger des chips et du fromage. Et en fait, il faut savoir que quand elle est partie de son boulot, elle était déjà passée en fait par un magasin pour s'acheter des chips et du fromage. Donc les kidnappeurs qui l'ont kidnappée, ils sont revenus à sa voiture, je pense. Et donc ils ont dû se dire, on va revenir à sa voiture voir si elle n'a pas goûté, je sais pas. Donc ils ont pris ça et donc ils l'ont nourri avec ça après. Like, son histoire n'a pas de sens. Aucun sens. Donc ils lui ont donné à manger des chips et du fromage et ensuite du coup je sais plus comment elle a fait et ils sont sortis de la maison et elle s'est mise à courir. Elle a couru et bim, elle a atterri devant le domicile de ses parents. En fait, ce genre d'histoire, je trouve que c'est une grosse insulte aux vraies victimes. Pourquoi ? Laissez-moi vous l'expliquer. En fait, cette fille, les policiers, en fait, vont mettre à nu... En fait, le truc, ça met mal à l'aise tout le monde, l'histoire, en fait, parce que les policiers, ils étaient à fond dessus. Enfin, ça met mal à l'aise tout le monde. Et donc, quand ils l'ont retrouvée, les policiers ont retrouvé plus de $100 dans ses chaussettes, alors qu'elle dit que les gens qui l'ont kidnappée l'ont mis nue et ont pris des photos d'elle. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu les $100 environ que tu as dans tes chaussettes? Ils ont vu ça, ils ont dit « Oh tiens, on remet ça. » Non, on n'a rien vu. Like, what the fuck? C'est une grosse insulte aux vraies victimes, madame. Donc, il y a ça... que des incohérences dans son truc. Même ses parents, en fait, après qu'on l'ait retrouvé,
ses parents, ils ont donné une interview, et dans l'interview, tu voyais en fait que ses parents, ils étaient mal à l'aise. Mais en fait, cette histoire, ça met mal à l'aise tout le monde. Mais tout le monde. Sérieusement, franchement, je pense que c'est une grosse insulte aux vraies victimes, en fait. Parce qu'il y a des gens qui disparaissent vraiment. Non, mais je vais vous donner un conseil. Quand vous voulez commettre un crime, arrêtez de faire des recherches Google sur ce crime-là. Like... It's way too obvious. Donc, elle a fait des recherches Google sur des alertes enlèvement, comment ça se passe. Enfin, elle a fait des recherches Google sur des films d'enlèvement. Elle a fait des recherches Google sur comment voler dans une caisse enregistrée sans se faire prendre. Parce qu'elle comptait voler de l'argent, en fait, de son boulot. Du coup, enfin, elle a fait perdre du temps aux gens, de l'énergie, de la salive. Les gens étaient dehors, tout le monde la cherchait, les gens... Et pourquoi en fait? J'ai pas compris, je me pose des questions, like, tu en manques d'attention comme ça? Franchement, moi je trouve que c'est une très jolie fille. J'ai pas compris son délire, like, tu manques d'attention, tu manques, like, explique-toi en fait. Il y a tellement d'incohérences dans son histoire, mais tellement. Oh. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse avec ces... elle s'est arraché sa perruque de la tête. Les cambrioleurs qui sont allés chercher les trucs les chips qu'elle a achetés dans sa voiture pour lui donner à manger en mode tiens. Yeah, just. Les cambrioleurs qui ont vu 100 $ dans ses chaussettes et qui se sont dit on n'en a pas besoin. On est des cambrioleurs riches. Tes 100 $, on les remet dans tes chaussettes. Ok, girl. Like, you know. Et ensuite, elle est sortie de la maison où les cambrioleurs, ils étaient. Elle s'est mise à courir. Elle a couru. Et bim, elle a atterri devant le domicile de ses parents. Mais... ovation pour la nana. Non, mes félicitations, ma fille. Mes félicitations. Tu as gagné, en fait, le award de la personne la plus dégueulasse que je connaisse en 2023. Parce que c'est une grosse insulte ce que tu as fait aux vraies victimes. Donc je vais m'arrêter là. Je vous laisse à l'histoire d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous plaira. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire en fait que j'ai trouvée assez intéressante et c'est une histoire en fait qui continue dans le présent en fait, qui continue qui continue dans le présent actuellement. Nous allons donc parler de Ashley Benefield et du meurtre de son mari Doug Benefield. Alors, qui était Doug Benefield? Doug est né le 2 octobre 1961 en Californie et il était le fils de Johnny et Susan Benefield. Doug a grandi dans l'Alabama avec ses parents et il obtient du coup l'équivalent du bac en 1980. Alors, avant de continuer cette histoire, il est important de noter que Doug, que ce soit au collège ou au lycée, il pratiquait en sport la lutte. C'est quelque chose en fait qu'il faisait très bien, il était vraiment doué et c'était un sport en fait dans lequel il excellait tout simplement. Je tenais juste à le préciser, ça n'a pas son importance dans notre histoire, mais je tenais juste à le préciser parce que why not? Si vous entendez du bruit, don't worry, ce sont mes lapins. Alors après l'obtention de son bac, du coup, Doug s'est inscrit à l'université A&M du Texas et il va y obtenir l'équivalent d'un master en 1984. Alors après l'obtention de son diplôme, on s'attend à ce que Doug il commence à bosser en tant que biologiste, quelque chose du genre. Well, nope. Non, en fait, il va faire un virage à 360 degrés. J'ai rien compris quand j'ai lu le truc, je me suis dit dude, what the fuck? Like, why? Donc, il a fait un virage à 360 degrés et il s'est engagé dans l'armée, précisément dans la marine. Donc après s'être engagé dans la marine, il va faire une formation pour devenir officier d'aviation navale. Donc il fait sa formation et il obtient son diplôme facilement. Ensuite, il va servir dans l'armée, dans la marine à différents postes jusqu'en 1999 où il va prendre sa retraite en tant que lieutenant-commandant de la marine. Après sa retraite, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, Doug? Parce que, bon, il est quand même encore jeune, faut se le dire. Donc, Doug va tout simplement ouvrir et gérer un restaurant. Il va ouvrir le restaurant, donc il va gérer son restaurant. Et en même temps, il travaillait en tant que consultant en communication technologique et sécurité pour le gouvernement américain. Franchement, dude, wow.
En fait, j'ai été impressionnée de A à Z par son parcours. J'ai été impressionnée. Like, rien à dire. Donc, pendant sa réorientation après l'armée, du coup, Doug va rencontrer et épouser Renée Coussard Benefield, donc qui devient Benefield. Et apparemment, les deux, c'était l'amour fou. Et en 2001, le couple va accueillir leur fille, Eva Benefield. Après ça, tout se passait bien dans la vie des Benefield jusqu'en 2015 où Renée va décéder brusquement d'un problème cardiaque. Et c'est après le décès de sa femme que Doug va commettre la pire erreur de sa vie. Quelle était cette erreur? Well, let me tell you. Donc l'erreur dont je vous parle, c'est tout simplement que Doug, 9 mois après le décès de sa femme, en 2016, il a fait la rencontre de Ashley, qui va devenir Ashley Benefield. Ashley avait 24 ans à l'époque, et en fait, les deux vont entamer très vite une relation, et seulement 2 semaines après leur rencontre, ils vont se marier. Like, why? Why? Il est important de noter que à cette époque-là, Doug avait 54 ans, et Ashley, comme je l'ai dit, elle avait 24 ans. Enfin, pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Mais en fait, quand il y a une grande différence d'âge comme ça, faut savoir prendre son temps aussi parfois. Ça peut avoir son importance. Surtout dans notre histoire d'aujourd'hui. Donc après leur mariage, Ashley, en fait, son rêve c'était d'ouvrir un ballet, du coup parce qu'elle faisait de la danse classique. Enfin, elle voulait ouvrir un ballet pour y enseigner. Et donc, avec l'aide de Doug, elle va ouvrir son propre ballet, The American National Ballet. Donc, le ballet, il était tout simplement ouvert à Charleston, là où ils vivaient tous les deux. Le problème, c'est que l'entreprise va très vite faire faillite et en fait, au même moment, Ashley va tomber enceinte. Donc, ça va être super compliqué parce qu'elle va avoir une grossesse très compliquée. Et le truc, c'est que elle était avec Doug à Charleston. Donc, en fait, elle avait pas vraiment de famille proche d'elle. Et en fait, vu que sa grossesse était compliquée au niveau de la santé, elle s'est dit tout simplement que ça l'arrangerait d'avoir sa mère à ses côtés, en fait, pendant le temps que va durer la grossesse. Le problème, c'est que, bah, dans ce cas, tu es marié, fais venir ta mère chez toi, le temps que va durer ta grossesse, enfin, quelque chose du genre. Non. Ashley va quitter son foyer, elle va partir de Charleston, et elle va se rendre en Floride. Elle va abandonner Doug en mode I don't care about you. Elle va partir en Floride chez sa mère. Et c'est chez sa mère qu'elle va rester jusqu'à son accouchement en mars 2018. Donc elle a accouché d'une petite fille. Doug était content. Enfin, ils étaient contents tous les deux d'être parents. Mais en fait, ils n'étaient plus heureux ensemble. Donc c'est là qu'ils vont commencer à se dire qu'il est temps de se séparer. Sauf que en fait, c'est là que ils vont entamer une bataille judiciaire féroce par rapport à la garde de l'enfant. Pourquoi vous ne faites pas une garde partagée tout simplement? En fait, Doug, lui, il était prêt pour une garde partagée, mais Ashley, elle ne voulait pas partager sa fille. C'était nope. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Ashley? Ashley va embaucher tout simplement un avocat et essayer par tous les moyens, genre tous les moyens possibles, d'empêcher Doug de voir en fait sa fille, d'être là, d'être un père en fait pour sa fille tout simplement. Elle va aller jusqu'à porter plainte pour violence conjugale. Elle était prête à aller jusque-là. Et en fait, à ce même moment-là, Doug, qui a du coup déménagé de Charleston parce qu'il voulait être près de son nouveau-né, il a déménagé et il a emménagé en Floride. Lui aussi va prendre des avocats et en fait, il ne sait pas du tout, mais du tout, laisser faire. Personnellement, je pense qu'ils auraient dû attendre vraiment d'apprendre à se connaître avant de se marier parce que là, en fait, tout ce qu'ils ont fait comme bataille judiciaire, comme tout ce qu'ils ont fait comme tu me lances ci judiciairement, je te balance ça judiciairement. En fait, tout est documenté et leur fille, en fait, va avoir ces traces-là. Elle aura, en fait, la possibilité de voir ces trucs-là, en fait, quand elle va grandir. Enfin, c'est... Like... Non, ça n'en vaut pas la peine en fait. Ça n'en vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Et personnellement, je suis désolée. Pour moi, genre, moi j'ai 24 ans. J'ai l'âge que Ashley avait à l'époque, qu'elle a rencontré Doug. Alors, je sais pas, j'étais pas dans leur foyer, mais à ce point-là, je me demande s'il n'y a pas un peu d'immaturité en fait de son côté. Je me pose juste cette question. Voilà.
C'est juste mon petit avis. On continue l'histoire. Donc bref, par rapport du coup au dossier pour violence conjugale, les deux ont été amenés en fait à se rendre devant un juge pour que le juge écoute l'un, écoute l'autre et décide, en fait, prenne une décision du coup par rapport au fait que Doug devait voir sa fille ou pas, devait avoir un tour de garde ou pas, enfin quelque chose du genre. Et en fait, quand il va écouter Doug, le juge, il va écouter Doug du début jusqu'à la fin, l'avocat de Doug qui va plaider, il va écouter Ashley jusqu'à la fin, et l'avocat de Ashley qui va plaider jusqu'à la fin. Le juge, il va dire ce truc que j'ai trouvé tellement drôle, il va dire que, selon lui, il n'y a pas une once de vérité dans ce que Ashley a raconté durant toute l'audience. Donc, sa requête pour que Doug ne soit pas présent, n'ait pas de tour de garde, ne puisse pas être un père pour sa fille, bah en fait, le juge ne lui a pas donné ce qu'elle voulait et ça, Ashley, elle ne va pas le supporter. Cette histoire nous emmène du coup au 27 septembre 2020. Ce jour-là, un monsieur va appeler les secours et leur raconter que en fait sa voisine est arrivée chez lui en courant et qu'elle est complètement hystérique et qu'elle lui aurait raconté avoir tiré sur son mari parce que celui-ci l'aurait attaqué. Donc les secours, ils vont tout de suite venir sur les lieux, la police, voilà, ils vont tout de suite arriver. Donc les premiers secours, dès qu'ils vont arriver, ils vont noter que on avait tiré sur Doug 2 fois. Après, Doug est rapidement décédé, donc c'est les légistes qui ont pris le relais. Et le rapport des légistes était like... Donc les légistes, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup pour que leur rapport, pour moi, ça fasse un... En fait, c'est que ils vont se baser sur les points d'entrée en fait des balles et les points d'entrée et les points de sortir. Et en fait, c'est là qu'ils vont émettre la conclusion que c'est impossible qu'au moment où Ashley a tiré sur Doug, que celui-ci soit en train de l'attaquer parce que en fait, les points d'entrée des balles, il ne lui faisait pas face au moment où elle lui a tiré dessus. Et ça change complètement l'histoire de Ashley. En mode, il l'a attaqué, il est venu chez elle, ensuite elle lui a demandé de partir, il ne voulait pas, il l'a attaqué, il l'a agressé, ensuite, en fait, ça change complètement son histoire parce que les points d'entrée sont en fait de dos. C'est comme s'il était de dos et tu lui tires dans la jambe de dos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les points d'entrée sont sur la face de dos de Doug. Il ne pouvait pas être en train de l'attaquer au moment où elle lui a tiré dessus. C'était impossible parce qu'il lui faisait dos. Je pense que les légistes, ils étaient à ça de mettre exécution. Je ne dis pas que c'est une exécution. Please. Je veux pas me faire poursuivre en justice, mais je pense qu'ils étaient à ça de dire ça, quoi. Mais ça aurait été moi, j'aurais été à ça d'écrire ça. Parce que ça change complètement son histoire. Je sais pas depuis quand on peut attaquer les gens de dos en mode... Je sais pas si vous voyez le truc, c'est bizarre, c'est bizarre. Le truc c'est que malgré la conclusion des légistes en fait qui était déjà très accablante pour Ashley, les policiers vont attendre 6 semaines. Oui, ils ont attendu 6 semaines. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ne me posez pas la question. I don't know. Like, for real, I don't know. Ils ont attendu 6 semaines avant de délivrer du coup un mandat d'arrêt au nom de Ashley le 4 novembre 2020. Donc elle a été arrêtée assez rapidement et elle a été inculpée du coup de meurtre au second degré. Et elle est passée devant le juge du coup pour une libération sous caution. Le juge a dit que elle serait libérée sous une caution de 100 000 $, ce qu'elle a payé. Donc elle a été libérée. Là elle porte un bracelet électronique depuis sa libération sous caution. Du coup depuis qu'elle a été libérée en fait elle porte un bracelet électronique. Donc depuis cette audience là avec le juge où a été déterminé en fait le prix de sa caution qu'elle a fini par payer. En fait, Ashley, elle est libre. Enfin, elle est libre jusqu'aujourd'hui. Enfin, elle est libre. Elle est libre. Enfin,
elle est libre, elle porte un bracelet électronique, mais en tout cas, elle n'est pas en prison, voilà, elle est libre. Donc, je connaissais cette histoire depuis un moment et en fait, j'attendais doucement, en fait, parce que je me disais, bon, quand est-ce que le procès va avoir lieu? Je me posais des questions. Donc, j'attendais doucement la date du procès jusqu'à ce qu'en février dernier, ce ne soit pas, en fait, le procureur ou le système judiciaire qui nous donne une date, en fait, pour un procès. Non, 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 ce sont les avocats de Ashley qui ont fait une demande de non-lieu parce qu'elle aurait tiré sur Doug par légitime défense. Tu tires sur quelqu'un qui te fait dos en légitime défense, là, I don't get it. Mais en tout cas, ils ont fait cette demande-là de nulle part en février dernier. Donc, en fait, l'histoire s'est réveillée dans ma tête en février et je guettais un peu ce qui allait se passer. Et ce que son avocat a noté dans le dossier, franchement, c'était pas mal. En plus, il avait des preuves pour, en fait, appuyer ce qu'il disait, c'était pas mal. Par exemple, il va sortir un rapport de police, du coup, dans lequel Doug a avoué avoir tiré, en fait, en l'air pour essayer de faire taire Ashley pendant une dispute. Doug a aussi avoué avoir frappé leur chien et il a aussi avoué avoir fracassé le mur avec son poing. Et en fait, il y avait les preuves. Donc, franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Est-ce que cette affaire est en train de virer, en fait, complètement dans un autre sens, là? Est-ce qu'on est en train de passer sur un truc vraiment de légitime défense? Well, not too fast. Stay with me. Parce que les 6 et 7 juillet dernier, Ashley était devant le juge avec ses avocats pour défendre l'argument de la défense de territoire. En fait, c'est une loi qui dit, ça s'appelle Stand Your Ground. C'est une loi, en fait, qui dit que si tu es sur ton territoire et que tu te sens menacé, bah, tu te défends, quelque chose du genre. Et comme Doug était chez elle, elle s'est sentie menacée, donc elle lui a tiré dessus. Donc, en fait, je me suis demandé, est-ce que ces avocats, ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Là, ils sont en train de passer d'un dossier de légitime défense à Stand Your Ground. Si moi j'étais le juge et qu'on vient en fait me présenter cette affaire et qu'on me dit oui, vous devez déclarer un non-lieu dans cette affaire parce que il y a un Stand Your Ground et que je regarde en arrière et je vois que vous avez déjà en fait fait une demande de non-lieu pour le même dossier, du coup. Mais pour de la légitime défense, je vais me dire, du coup, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'était de la légitime défense? Ou est-ce que c'était du Stand Your Ground? Ou est-ce que c'était les deux? Enfin, je sais pas. Mais en fait, je me demande s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça peut se retourner contre eux. Ça peut vraiment, il y a le risque que ça se retourne contre eux. Donc j'espère qu'ils sont en train de calculer en fait leur points à la virgule près. Donc on attend évidemment le procès pour voir en fait ce qui va se passer, pour voir si Ashley sera reconnue coupable ou pas, ou si, parce que là, en fait, le juge n'a pas encore décidé, du coup, s'il va déclarer un non-lieu ou pas, donc j'attends, en fait, cette décision-là, et après, on verra, en fait, si le juge dit non, bah, un non-lieu, bah, on verra s'il y a un procès après, ou si le juge dit oui à un non-lieu, bah, il y aura pas de procès après, mais je vais voir, en fait, j'ai hâte de voir, en fait, comment cette histoire va se finir, parce que c'est une sacrée histoire, quoi, c'est une histoire de dingue, like, waouh, je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment... Waouh! Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.